Angoisse, sueur froide, panique, appréhension, anxiété, terreur. Tant de synonymes pour évoquer une simple émotion, la peur. Quand la nuit tombe, nos peurs les plus profondes prennent le dessus et nous menacent à chaque instant. Le royaume des fantômes se réveille, les araignées, serpents et autres cafards se faufilent dans nos bouches. Les ombres deviennent des clowns tueurs psychopathes. Un être maléfique nous épie depuis une porte mal fermée. Un monstre nous attend sous notre lit, pendant qu'un autre hante nos rêves pour nous faire vivre nos pires cauchemars. Il ne tient qu'à nous d'éviter les pièges qui nous conduisent à une mort certaine et à la souffrance. Dites-moi, de quoi avez-vous peur ? Allez, avouez, tout le monde a déjà eu peur, au moins une fois. Peut-être avez-vous tremblé en regardant un film, sursauté en jouant à un jeu vidéo. Vous êtes-vous perdu sur YouTube et ayez été paralysé devant une histoire d'horreur ? Non ? Alors c'était peut-être sur Twitter, au détour d'un thread d'horreur ou d'une creepypasta qui vous a rendu paranoïaque. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de façons de se faire peur. Ah, les films d'horreur. Grande passion pour certains, grand supplice pour d'autres. C'est un genre cinématographique qui a de nombreuses fois été controversé dans son histoire. Il a pour objectif de créer un sentiment de peur, de répulsion ou d'angoisse au spectateur. Je m'appelle Cordoba Luca, j'ai réalisé donc Memento Mori, Un Nuit et Toi. Je suis jury et co-créateur du festival Horreur de Festival, qui est donc un festival spécialisé dans les films d'horreur. Un festival qui était ouvert justement entre amis, mais qui ensuite s'est développé sur Instagram. Je tiens d'ailleurs sur Instagram mon compte d'horreur qui s'appelle Terror Drome. J'ai fait surtout des critiques de films sur ce compte-là, et j'essaye aussi de donner un maximum mon avis sur l'actualité du cinéma d'horreur. Pour moi, un film d'horreur, ou plutôt le cinéma d'horreur, c'est un type de cinéma donc qui se veut avant tout choc. C'est un cinéma qui cherche à susciter des émotions fortes et qui cherche en fait surtout à créer de la peur, mais également un tas de sentiments contradictoires. C'est un type de cinéma qui va utiliser divers procédés justement, donc maquillage à outrance, effets spéciaux le plus souvent gore, jeu de montage. La particularité du cinéma d'horreur, c'est qu'il va jouer sur les attentes du spectateur et qui va jouer avec l'esprit du spectateur. Depuis sa création, le cinéma d'horreur puise son inspiration dans les nombreuses œuvres qui ont déjà été produites. Livres, peintures, musique, théâtre et même architecture, tous ont été utilisés ou détournés pour nous effrayer. En fait, c'est le premier film de l'histoire du cinéma à travers l'essai qui avait été fait par les frères Lumière, justement, avec le court-métrage, sur le mini-métrage même sur le train qui arrive et qui fonce droit devant les spectateurs. Ça a suscité une panique généralisée et donc un effet de peur général, collectif. Mais Georges Méliès a beaucoup joué sur l'aspect un peu horrifique aussi, avec les premiers maquillages à outrance, les premiers effets aussi de montage. Mais vraiment, le tournant, c'est les années 1920 avec le cinéma expressionniste, avec ces jeux d'ombre, ces récits assez pessimistes et nihilistes, va littéralement implanter les premiers codes du film d'horreur, notamment dans le cabinet du docteur Caligari et le Nosferatu. Le genre horrifique est divisé en de nombreux sous-genres. Il se renouvelle constamment au fil des années. Il profite des évolutions techniques pour se perfectionner et continuer de surprendre. Il n'hésite pas à pervertir les tendances et à jouer avec les faits marquants de l'histoire. Une autre période charnière, c'est les années 50. Les années 50, on vient encore sortir d'une période traumatique de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le développement de l'arme nucléaire. Et ce développement de l'arme nucléaire, il va amener un développement d'un type de film nouveau, c'est ce qu'on appelle les films de monstres. Moi, ce que j'aime bien appeler les films de science-fiction horrifique, parce que dans les années 50, on va avoir une production quasiment que de films d'horreur mélangés à de la science-fiction, avec des monstres qui sont faits en carton-pâte, qui ne sont pas toujours crédibles, mais qui
justement vont amener le cinéma d'horreur à un autre niveau, parce que maintenant le film d'horreur ce n'est plus que jouer sur les dimensions psychologiques et collectives, c'est jouer aussi sur l'imaginaire populaire à travers la création des monstres. Par la suite, dans les années 60, on a des films qu'on pourrait qualifier de films d'auteur horrifique. Rosemary's Baby de Polanski, par exemple. On a également Les yeux sans visage de Franju, qui va justement amener à le film d'horreur à un autre niveau, étant donné que là, on va avoir des préoccupations esthétiques, avec des décors le plus souvent baroques. On va faire un jeu sur les couleurs, ou bien un jeu justement sur les motifs. Les années 70, c'est également une époque qui est très nihiliste dans les tons des films d'horreur. Dario Argento qui commence vraiment à se développer, étant donné qu'on retrouve justement des films à l'esthétique donc très marquée, mais avec des meurtres qui sont très violents, et avec un sous-texte qui est vraiment très très pessimiste. Les premiers films, notamment de John Carpenter, contrairement aux années 80, sont souvent présentés donc comme des films à paillettes, avec beaucoup de couleurs, avec de la musique kitsch. C'est surtout le kitsch en fait qui prime. On met en place dans les années 80 la figure de l'enfant, qui est très centrale dans les années 80. On retrouve notamment beaucoup de situations où ce sont les enfants qui vont devoir lutter contre les monstres. On sent en fait que les films des années 80 vont prendre le contre-pied des années 70 en faisant des films au ton plus léger. Les années 90, c'est une décennie qui est assez intéressante parce que c'est aussi l'apparition du thriller horrifique avec le Silence des agneaux. L'enquête policière, elle se mélange directement et pleinement maintenant à l'horreur, plus psychologique et profonde. Année 2000, c'est souvent présenté comme justement une période creuse pour le cinéma d'horreur, ce qui est complètement faux d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans le cinéma d'horreur à cette époque-là. On n'a qu'à prendre la scène française et la scène asiatique. Dans la scène française, on a eu la plupart des films d'horreur que l'on connaît aujourd'hui. On a eu Martyr, on a eu À l'intérieur, on a eu Frontières. C'est vraiment une époque qui est très féconde, les années 2010. Cette fois-ci, on veut faire une horreur qui est sociale. Cette horreur, elle passe avant tout par ce qu'on appelle l'elevated horror. On veut surtout dessiner les dimensions eschatologiques, les dimensions collectives donc de la peur humaine, et c'est surtout qu'on va avoir une réflexion philosophique derrière, un sous-texte qui est vraiment latent et un symbolisme très fort, notamment dans les films de Jordan Peele par exemple. Us ou Get Out sont vraiment des films avec un double symbolisme. C'est pareil pour les films comme Midsommar ou Hérédité. C'est vraiment, en fait, on recherche plus seulement à faire de l'horreur pour divertir, on veut faire de l'horreur pour réfléchir, pour faire réfléchir les gens. Aujourd'hui, les réalisateurs du genre horrifique sont capables de rendre n'importe quel sujet effrayant. Pour autant, on remarque la création de codes propres au genre. Ils permettent de rendre les films d'horreur reconnaissables en un regard. Ils sont aussi des valeurs sûres et une attente pour le spectateur. Il y a une pléiade de codes dans le cinéma d'horreur, parce que justement, il faut reconnaître un film d'horreur à des kilomètres, et ces différents codes aident à identifier justement quel type de film d'horreur c'est. Il y a déjà l'antagoniste, donc qui est le plus souvent un tueur avec une arme blanche. Le plus souvent, l'arme blanche, c'est vraiment un code qui est très important dans le cinéma d'horreur, justement. On a aussi des effets de comique presque, tellement qu'ils sont répétés. La voiture qui tombe en panne, la fille qui tombe en courant, bien évidemment, les appareils électroménagers qui se mettent justement à s'allumer tout seuls dans les films de maison hantée et qui font sursauter le spectateur pour lui faire une fausse peur, justement. On a aussi la créature sous le lit. Ça, c'est un effet psychologique qui est très fort. Une maison qui est reculée de tout, dans un lieu qui est assez impénétrable et donc qui laisse plus de marge aux tueurs. Ces différents codes, ils ont un but qui est précis, mettre en place une rhétorique du film d'horreur et justement aussi fonder une certaine attente du spectateur. Ces codes vont mettre en place l'attente et c'est là qui est intéressant avec les codes du cinéma d'horreur, c'est que les réalisateurs vont souvent s'en déjouer, s'en détourner pour pouvoir jouer avec les attentes du spectateur. Comme dans toute histoire, il y a une morale. La violence dans un film d'horreur est rarement gratuite. C'est une façon plus crue, plus dure et plus forte d'exprimer son idée. La violence sert le propos du film, elle secoue le spectateur, cherche à le faire réagir sur le sujet abordé. Faire un film d'horreur sans morale,
en fait, ça serait faire de la violence gratuite. Et c'est pas l'effet qui est recherché, contrairement à ce qu'on pense dans les films d'horreur. Surtout, en fait, lorsque c'est des films tirés d'une histoire vraie. Là, la morale, elle est très, très, très présente. Et on retrouve ça, d'ailleurs, à travers la caractérisation de certains personnages. Par exemple, le personnage phare qu'on adore tuer en premier dans les films d'horreur, c'est le personnage qui a le plus de relations sexuelles, par exemple, qui est dévergondé, en dehors des mœurs. Et également, le personnage qui survit toujours, c'est en général celui qui a les bonnes valeurs dictées par la société. Et donc cette morale, des fois, en fait, elle a un aspect qui est très social. L'effet recherché par la censure, elle a un objectif qui est double. C'est déjà de préserver les bonnes mœurs et de ne pas centrer en fait, le public sur des images jugées trop choquantes. Et en fait, on fait beaucoup de censure dans le cinéma d'horreur. Parce que c'est une contradiction, en fait. Lorsqu'on se dit qu'en interdisant certaines images, on va préserver le public. Mais en fait, cette atteinte aux bonnes mœurs qui est prodiguée par la censure, elle n'existe quasiment pas parce que il y a trop encore l'aspect, et surtout en France par exemple, de oui, mais les jeunes, tout ça, les personnes qui sont un peu plus sensibles en voyant ces images, elles vont sans doute être influençables et également influencées, et ça va provoquer des effets de tension, des effets de violence, alors que c'est totalement faux. Chaque spectateur est sensible à des choses qui lui sont propres, liées à son vécu. La peur fonctionne de pair avec l'inconnu. Le hors-champ laisse un libre cours à l'imagination du spectateur qui inventera une créature qui le terrifie. Surprendre le spectateur, instaurer quelque chose mais en montrer une autre, de même que la rupture de ton, ces deux procédés empêchent le spectateur de se préparer, il subit l'action tel un choc. Il s'agit aussi d'ambiance et d'atmosphère posée par des images, des musiques ou des sons. Il est aussi question d'empathie avec le personnage. Si le spectateur s'identifie à un personnage dans une situation terrifiante, il se mettra à sa place et aura peur avec lui. Aussi, il existe autant de façons de faire peur qu'il existe de films d'horreur. Mais alors, pourquoi aime-t-on avoir peur ? Il y a une partie physiologique. Le corps répond à la peur. La peur, ça crée un sentiment assez extrême dans le cerveau, ça libère de la dopamine déjà la peur, et ça libère surtout de l'adrénaline, et donc ça nous galvanise et ça nous fait sortir de notre quotidien. Avoir peur nous fait grandir. Un film d'horreur nous met face à nos démons et nous apprend à les affronter. D'une certaine façon, c'est se mettre à l'épreuve. À la fin du film, on est plus fort. Alfred Hitchcock disait que c'était une façon de se préparer à la mort. Stephen King, quant à lui, remonte notre attrait au sujet de la peur à l'enfance. Quand nos parents nous surprenaient en cachant leur visage avec leurs mains et en les découvrant rapidement en criant « bouh ». L'enfant pleure, puis rit.